fois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est un dessin en une du Canard enchaîné, un dessin signé Chapat, une vice-présidente du Parlement européen prise la main dans le sac. Elle siégeait dans plein de commissions, dit un reporter, et en touchait encore davantage. Des centaines de billets retrouvés donc lors de perquisitions qui visent désormais une vice-présidente, mais aussi un ancien député du Parlement européen. Tout cela jette évidemment un très gros doute sur leur bienveillance, les mots qu'ils ont pu avoir vis-à-vis du Qatar. On sait l'Émirat capable d'être bien persuasif en matière de politique internationale. Revenons donc sur ce qu'il faut appeler aujourd'hui le Qatargate en compagnie de Georges Malbruno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. On vous doit notamment avec Christian Chesneau, Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe. C'est aux éditions J'ai lu, mais aussi nos très chers émirs. Sont-ils vraiment nos amis? Et puis nous sommes en duplex avec Bernard Guetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du groupe Renew. Bernard Guetta, votre réaction lorsque vous avez appris cette perquisition auprès donc de cette vice-présidente du Parlement européen et puis aussi ce que l'on avait trouvé chez elle? Écoutez, je ne sais pas si j'ai été plus accablé que furieux, mais j'étais en tout cas très très malheureux parce que qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pour l'instant, elle peut connaître des développements. Elle peut connaître des développements catastrophiques. Elle peut aussi s'arrêter là. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a une des 14 vice-présidentes du Parlement européen qui est inculpée, poursuivie. Cette dame, elle est si célèbre, si connue, si active au Parlement que je dois vous avouer que non seulement je ne l'avais jamais vue ni même croisée, mais que je ne connaissais pas son nom. Et à part ça, est impliqué un assistant parlementaire et un ancien député du Parlement européen. Donc, quand même, ce n'est pas tout le Parlement, bien loin de là, puisque je vous rappelle qu'il y a plus de 700 députés au Parlement européen. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de l'argent, Bernard Guetta? Mais non, écoutez, je dois avoir une tête de niais ou une tête honnête, je ne sais pas, non, on m'a jamais... Peut-être que vous avez une tête de trop riche, on ne sait pas, hein. C'est peut-être aussi une autre... Tête de trop riche, non, ça n'est pas le cas, je ne suis pas trop riche, d'ailleurs l'est-on jamais, je ne sais pas. Non, ne m'entraînez pas sur ces chemins plaisants. Mais en tout cas, Georges Malbruno, on voit que la méthode est quand même assez rudimentaire. Donner une valise de billets, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'a inspiré de la surprise, non pas sur le procédé, parce qu'il est ancien, hein. On y a travaillé avec Christian depuis 30 ans. On sait que justement, il y a 30 ans, il y avait des valises d'argent. Ce procédé, c'est quand même sophistiqué. Retrouver des coupures de 20 € et de 50 € pour corrompre quelqu'un, c'est plus des méthodes de dealer que de vrais, de très, très efficaces. D'autre part, si on veut, ça se fait, si on veut corrompre un certain nombre de politiques ou d'autres, on utilise des schémas financiers qui passent par des paradis fiscaux. Donc il y a un amateurisme qui surprend. Sur le reste, non, je ne suis pas surpris parce que on parle du Qatar qui est sous les feux de l'actualité aujourd'hui, certes, mais il n'est pas le seul à essayer d'acheter de l'influence, on y reviendra, y compris en corrompant des élus et des élites, quoi. Mais alors, précisément le fait que l'affaire sorte aujourd'hui, alors qu'on est en pleine Coupe du Monde. Ça, c'est vrai que c'est aussi un petit peu suspect, parce que si vous voulez, pendant des années, depuis 2017, date à laquelle ses voisins du Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite en particulier, avaient voulu l'envahir, pour des raisons, vous vous souvenez, d'embargo, d'appui à la mouvance frères musulmane, etc. Ces pays-là cherchaient le smoking gun pour faire en sorte que la Coupe du Monde ne soit pas attribuée au Qatar. Donc ils ont multiplié les opérations, etc. Donc il faut bien avoir en tête qu'il y a entre ces pays-là une guerre de l'ombre qui est intense. Et le Parlement européen est un des théâtres de cette guerre de l'ombre. Est-ce que cette dame-là a été piégée? Je n'en sais rien. Il y a quand même eu des déclarations de sa part énamourées à l'égard du Qatar qui sont quand même suspectes. Mais le résultat, c'est que le Qatar, qui jusqu'à maintenant avait réussi sa Coupe du Monde, un petit peu d'ailleurs à la surprise générale parce qu'on s'attendait à un certain nombre de couacs,
eh bien aujourd'hui, le discrédit est placé sur le Qatar. Effectivement, il a un petit peu gâché cette Coupe du Monde. Donc voilà, donc là, il y a encore beaucoup de questions. Visiblement, la justice belge avait un indice, il y a eu des écoutes téléphoniques. Voilà, je pense qu'il y a une volonté de la part de la justice belge d'aller au bout de cette affaire, qui est évidemment très grave, à la fois pour le Parlement européen, même si évidemment tout le Parlement n'est pas accusé d'être corrompu, et aussi pour le Qatar, si le Qatar est effectivement le commanditaire. Alors en matière de Parlement européen, Bernard Guetta, justement, parlons un peu boutique. Est-ce que vous êtes soumis à un certain nombre de contrôles en tant que député européen? Est-ce qu'il y a suffisamment donc de mécanismes qui préviennent ce type de dérive? Mais ce type de dérive, vous savez, là, il faut vraiment essayer, et c'est très difficile, de cerner les problèmes, de cerner les questions dont on parle. Parce que, évidemment, que si un député d'aventure rencontrait tous les soirs un lobbyiste porteur de valises et tâchant de le convaincre de voter dans tel ou tel sens, évidemment en faveur de la société qu'il représente, ça pose un problème. Est-ce que c'est fréquent? Je ne le crois vraiment pas. Est-ce que ça arrive? J'en doute. Mais en revanche, je vous pose un autre problème. Je suis vice-président de la Commission des droits de l'homme. Il m'arrive régulièrement, c'est mon travail et je m'en honore, de rencontrer des victimes de dictature qui viennent me donner des informations sur des personnes emprisonnées, torturées, etc. Est-ce que je devrais, ou est-ce que le Parlement, ou est-ce que la transparence devrait me demander compte des rencontres avec ces personnes, leur nom, l'heure, le lieu du rendez-vous? Écoutez, si on me le demandait, je refuserais, car je ne tiendrai vraiment pas à informer une dictature des rencontres que j'ai avec les victimes de son appareil policier. Mais alors, donc ça, c'est dans le cadre de procédures particulières, Bernard Guetta. Encore qu'on pourrait imaginer quand même qu'il y ait, je ne sais pas, des instances en qui on puisse avoir suffisamment confiance au sein du Parlement européen pour que vos rendez-vous soient tracés sans que vous trembliez à l'idée qu'il le soit. En l'occurrence, pourquoi le faudrait-il? Je veux dire, après tout, mon travail de député, alors je comprends bien que je parle d'un cas très particulier, mais hélas, très général et très répandu. Les victimes de violences policières, de torture, d'arbitraire dictatorial. Je comprends bien que c'est très différent du lobbying et de la corruption, parce que le lobbying et la corruption, c'est pas la même chose, qui pourraient être pratiquées ou qui peuvent être pratiquées par de grandes entreprises. Mais si on s'en tient à mon travail, à moi, je ne suis pas le seul à cette commission des droits de l'homme, écoutez, est-ce qu'il faudrait vraiment que quelqu'un soit informé de la manière dont nous faisons notre travail pour tenter de traquer et dénoncer les atteintes, les violations des droits de l'homme? Je n'en suis pas du tout certain, mais pas du tout. Georges Malbruno. Oui, non, je pense que là où ça pose problème, c'est lorsqu'il y a invitation, remise de cadeaux. Voilà. Après, c'est très compliqué, effectivement, parce que ces pays-là, encore une fois, le Qatar n'est pas seul dans ce cas-là. Hein, il y en a d'autres. Bon, bah alors justement, on va faire la liste. Non, mais on sait qu'un certain nombre de pays du Golfe et d'autres le pratiquent en France, aux États-Unis et ailleurs. Bon, tout à l'heure, vous évoquiez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie peut le faire aussi, et d'autres, l'Azerbaïdjan, etc. Alors, ensuite, si vous voulez, ces pays-là recherchent des clientèles pour les défendre lorsqu'ils sont accusés. Accusés, par exemple, aujourd'hui, le Qatar, de ne pas avoir bien préparé la Coupe du Monde, de maltraiter les LGBT, etc. Donc, il y a effectivement des démarches d'approche qui sont faites par des groupes de communication qui travaillent pour le Qatar. Je veux dire, nous, on travaille sur ces dossiers depuis 10 ans. On les a vus à l'œuvre. Il y a un responsable qui est à Londres, qui organise des déjeuners à Bruxelles, à Paris, avec des parlementaires, avec des patrons de presse, avec ça, des c'est licite. Ça, c'est licite, tout à fait licite. Voilà, on cherche à convaincre un certain nombre de personnes, d'élites, de la bien fondée de la politique du Qatar, etc. Après, effectivement, il y a les invitations. On sait, je veux dire, c'est connu, on l'a révélé, qu'il y a des députés qui sont allés à Doha et qui reviennent avec des Rolex. Bruno Le Maire, je veux dire, il y a une pratique du cadeau dans ces pays-là. Comment ? On sait ça.
qu'on peut revenir sans montre et revenir avec une montre. Bien sûr. Et ça existe. Si vous interrogez des ambassadeurs qui ont été en poste dans cette région, il y a 30 ans, on voyait déjà repartir des députés avec des valises. Et on se posait la question de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc il y a eu effectivement beaucoup de laxisme. Hein. On a eu une relation extrêmement chaleureuse avec le Qatar pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait un ambassadeur à Paris qui était extrêmement généreux et les politiques français ont pris de très mauvaises habitudes. Ensuite, le Qatar a fait des efforts pour arrêter ce système. Et ce que je veux dire, c'est que l'argent, un petit peu quand même, l'argent pollue cette relation. Ils sont très riches, on l'est moins, ce sont à la fois nos alliés et nos clients, donc on a une relation qui n'est pas tout à fait saine entre eux et nous. Et donc c'est là où c'est très difficile effectivement de faire la part des choses, mais on sait que la pratique du cadeau est largement répandue, et pas seulement du cadeau, mais des tribunes aussi qui sont rédigées par un certain nombre de parlementaires dans des journaux qui vont défendre telle position, etc., qui sont souvent inspirés. Voilà, donc effectivement, on peut être convaincu que le Qatar, les Émirats, l'Arabie, etc., on l'écrit, mais à partir du moment où il y a cadeau, là, ça pose problème. Bon, il y a aussi une autre question, Bernard Guetta, qui est posée par cette affaire. Alors, c'est la question donc des députés européens, bien sûr, mais aussi de ces ONG qui sont des ONG bidons. Alors, je pense par exemple à l'autre personne qui est inquiétée par la justice, M. Panzeri, qui est un ancien eurodéputé social-démocrate italien, qui avait une ONG qui s'appelait, il fallait quand même le faire, Fight Impunity. Ce monsieur est l'autre protagoniste. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ONG de ce type qui gravitent autour du Parlement européen? Mais vous savez, Guillaume Hernas, ce n'est pas seulement autour du Parlement européen. Le problème que vous posez est hélas dramatiquement réel. Depuis que les dictatures ou les régimes autoritaires ont compris l'autorité et le poids que les ONG avaient pris sur la scène internationale, eh bien, beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces dictatures ont créé des ONG. Je me souviens par exemple que pendant les combats au Kosovo, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années de cela, je ne me souviens plus bien, j'ai plus bien ça en tête, mais enfin, pendant ces combats, il y avait une foule d'ONG qui étaient visiblement, mais presque ouvertement, financées par des dictatures qui essayaient de s'immiscer dans cette bataille politique. Et sur tous les champs de bataille, sur tous les champs de conflit aujourd'hui, vous trouvez des ONG qui sont en fait des ONG, pas du tout des ONG, mais au contraire des organisations totalement gouvernementales qui se parent du sigle ONG. Alors, vous savez, la différence, elle est très très facile à faire. D'abord, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et deuxièmement, il y a des grandes ONG qui sont connues pour leur indépendance absolument réelle et pour le travail formidable qu'elles font, que ce soit Amnesty ou Human Rights ou bien d'autres d'ailleurs. Eh bien, écoutez, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir faire la différence. Georges Malbruno, sur ces ONG bidons. Oui, ces ONG bidons, effectivement, parfois, pour tromper l'ennemi, on crée sa propre ONG ou... Non, mais est-ce que c'est... En fait, transporter des valises de billets, c'est interdit. Avoir des ONG, c'est quelque chose de tout à fait licite. Tout à fait. Donc, c'est une manière d'habiller de la corruption par des moyens en apparence légaux. Ce que je voudrais dire aussi sur cette affaire, c'est que, et je crois que la justice belge l'a bien compris, c'est que c'est assez facile de détecter justement le réseau d'amis, en l'occurrence du Qatar aujourd'hui. Il suffit d'aller retrouver les discours qui ont été prononcés par les parlementaires à Bruxelles en faveur ou pas du Qatar. Il s'agit de regarder comment les parlementaires ont voté, et là vous retrouvez la carte, hein, et vous retrouvez les déclarations. Donc là, je crois que ça va être intéressant de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller pour retracer cette cartographie des amis du Qatar. Mais alors justement, Bernard Guetta, je vais jouer au candide. Est-ce que tout député, tout homme politique qui soutient une dictature, soutient un point de vue contre-intuitif sur un régime autoritaire, pas uniquement le Qatar, je crois qu'il y a d'autres régimes autoritaires sur la Terre, est-ce que ça signifie qu'il y a forcément prévarication, corruption, bref, des intérêts autres que purement idéologiques ou politiques, selon vous ?
Mais écoutez, il m'est difficile de vous répondre car je ne suis pas juge d'instruction et je n'ai pas enquêté en tout état de cause. Mais par exemple, quand j'entends des députés prendre régulièrement la défense du régime de M. Poutine, de l'annexion de la Crimée, ou même un peu moins maintenant, mais enfin, ou quasiment de l'intervention en Ukraine, en tout cas de l'intervention il y a déjà de nombreuses années dans le Donetsk, dans les régions sud de l'Ukraine, eh bien, est-ce que ces gens le font par conviction? Est-ce que ces gens le font parce qu'ils ont été achetés? Ou est-ce que ces gens le font parce que leurs convictions ont été soutenues par de l'argent? Je ne sais pas vous répondre. Georges Malbruno, qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui une évidence de ces moyens donc de prévarication, d'influence sur des politiques en Europe, en France peut-être? Justement, l'évidence est difficile à trouver. Il y a en général beaucoup de soupçons, mais ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que Mme Kaili a été prise en flagrant délit. Donc ça veut dire qu'il y a eu un indicateur, qu'il y a eu des écoutes. Là, c'est assez surprenant, parce que sinon, il y a un professionnalisme, entre guillemets, qui fait que, pas vu, pas pris. Et ça, encore une fois, ce sont des méthodes qui existent depuis des décennies, en particulier de la part de ces riches monarchies du Golfe qui nous connaissent très très bien, qui ont eu des liens particuliers avec certains anciens présidents de la République, y compris française, et qui sont avec nous dans ce qu'on appelle la transaction permanente. Donc on vous fait ci, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Donc voilà, mais simplement, c'est très difficile en général à établir. Les politiques, alors il y a eu quand même beaucoup de failles chez les politiques français, on l'a vu, mais encore une fois, c'est très difficile à établir. Il y a de leur part une promptitude à porter plainte dès lors qu'on dit que X aurait été, etc. Ce qui fait que beaucoup de dossiers sont étouffés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas être étouffé, et donc on va voir effectivement ce qu'il y a derrière. On va voir effectivement quelles vont être les conséquences sur le Parlement européen. Plus généralement, on va évoquer avec vous, Georges Malbruno, les liens également entre la France et le Qatar, puisque le Qatar a beaucoup dépensé de manière tout à fait officielle en France. Je crois qu'il a acheté un club de football. Il me semble qu'il a acheté également un ensemble immobilier important, en le surpayant de manière tout à fait officielle pour en faire un hôtel de luxe à Paris. Bref, on va évoquer la présence officielle du Qatar et ses éventuelles conséquences politiques. Je rappelle que vous avez notamment publié avec Christian Chesneau Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'Islam de France et d'Europe. Bernard Guetta, vous êtes député européen du groupe Renew. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Un scandale communautaire avec l'enquête en cours sur de possibles faits de corruption à Bruxelles et Strasbourg. Jamais l'Union européenne ne s'était retrouvée au cœur d'une affaire aussi importante, en cause le Qatar. Nous sommes en compagnie de Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. On vous doit notamment avec Christian Chesneau Qatar Papers aux éditions J'ai lu. Et nous sommes en duplex avec Bernard Guetta, député européen du groupe Renew. Avec Bernard Guetta, des perquisitions qui ont été réalisées auprès de l'eurodéputé grec Eva Kaili, qui est inculpée et incarcérée pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Le fait que cela arrive en ce moment, Bernard Guetta, alors que le Qatar a des amis, il a aussi, je crois, des ennemis. Et puis, eh bien, votre organisation, je veux dire, le Parlement européen aussi a des ennemis. Beaucoup de dictateurs à travers le monde, Monsieur Poutine, Monsieur Sisi en Égypte, mais tant d'autres à travers le monde dont les exactions ou les guerres sont dénoncées par le Parlement européen peuvent avoir intérêt à tenter de diffamer le Parlement européen. Vous savez, je ne sais pas, et personne à ce stade ne sait encore précisément ce qui s'est passé. Mais Malbruno le soulignait tout à l'heure, et je le rejoins tout à fait sur ce point, il y a une chose au moins
point qui est troublante, c'est que plusieurs des pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, mais aussi le Qatar, sont réputés pour la qualité de leurs secrets bancaires, si j'ose dire qualité, sont réputés pour être des paradis fiscaux. Et alors, si un de ces pays, le Qatar en l'occurrence, veut acheter un député européen ou un député européen qui, par parenthèse, est de nationalité grecque en l'occurrence, eh bien, pourquoi aller déposer des sacs d'argent à son domicile, alors qu'il est si simple de lui faire le versement de son crime sur un compte bancaire numéroté dans le Golfe. Il y a là quelque chose que je ne comprends pas. À ce stade-là, il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Et en vérité, on aurait voulu diffamer soit le Qatar, soit le Parlement européen, soit les deux d'un coup. On ne s'y serait pas pris autrement. Mais je ne sais pas. Georges Malbruno, est-ce que vous savez, vous ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'invraisemblances. Mais cela étant, ça s'inscrit dans une tradition de cadeaux qui sont, pour le coup, qui est avérée avec... Alors justement, je vous propose de faire un bref résumé des histoires de cadeaux, notamment en France, puisque le Qatar a avec la France une longue histoire. Il y a eu l'achat du Paris Saint-Germain pour une somme qui paraît importante, mais qui en réalité, par rapport aux moyens du Qatar, est ridicule. C'est de l'argent de poche, 65 millions d'euros. Il y a eu donc l'achat de ce centre de congrès à Paris qui a été transformé dans un hôtel de luxe, le Peninsula. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'émir lui-même qui a décidé de faire cette acquisition pour un peu plus de 400 millions d'euros, alors qu'il savait qu'il surpayait cet hôtel. Georges Malbruno, le Qatar a toujours été très généreux en France. Alors, d'abord, il faut dire que le Qatar est un pays avec lequel on a des relations depuis plus de 40 ans. On a un accord de défense depuis 1994. L'armée qatarienne, qui est certes lilliputienne, est équipée à 80% de matériel français. Ça n'est pas un État paria. Simplement, le Qatar, la relation franco-qatarienne a connu un essor, une intensification sous Nicolas Sarkozy à partir de 2007. Et c'est là, si vous voulez, c'est là que probablement ont commencé un certain nombre de dérives de la part du Qatar. Pas sous Chirac, parce que Chirac était déjà très proche de l'émir du Qatar. Chirac aussi, il y a eu des accusations, notamment en 2001, que Jacques Chirac aurait favorisé un jugement de la Cour internationale de justice sur la délimitation des frontières maritimes entre le Qatar et Bahreïn. C'est important parce que sous ces eaux maritimes, là, eh bien, il y avait un important gisement gazier. Donc, on a juste, pardonnez-moi, Georges Malbruno, pour rendre là aussi à Chirac l'accord fiscal très avantageux accordé aux Qataris, c'est Chirac qui... Alors c'est Jacques Chirac, votre confrère Christian Chesneau le révèle dans son bouquin, si vous voulez, avec ces pays-là, pas uniquement le Qatar, on est toujours, comme disait le Premier ministre Hamad bin Jassem en 2001 à l'ambassadeur de France à Doha, « There's no free deal », il n'y a pas d'accord gratuit. Lorsqu'il y a eu cet accord de la Cour internationale de justice en faveur du Qatar sur la délimitation des eaux territoriales avec le Bahreïn, 3 semaines après, il y a eu achat d'Airbus, et ensuite, Hamad bin Jassem dit à Bertrand Besancenot, qu'est-ce qu'on va obtenir en échange ? C'était l'ambassadeur de France. Qui était l'ambassadeur de France. Et à partir de ce moment-là, la France a commencé de travailler sur la convention fiscale. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une intensification sous Nicolas Sarkozy. Le Qatar avait à Paris un ambassadeur extrêmement généreux, qui a arrosé des politiques. Alors, et puis il faut revenir sur le fait premier quand même que vous avez révélé avec Christian Chesneau, Georges Malbruno, c'est le Qatar, il faut rafraîchir la mémoire des plus jeunes qui nous écoutent, c'est le Qatar qui a payé la rançon des infirmières bulgares. Alors le Qatar a payé la rançon des infirmières bulgares en 2007. Le Qatar a exigé... Pardonnez-moi, il faut rappeler que c'est le premier acte politique de Nicolas Sarkozy. Juste avant l'élection présidentielle. Et en contrepartie, chez Hamad, l'émir a exigé d'être le premier dirigeant arabe à être reçu par Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est quand même inouï, parce que c'est 450 millions d'euros. Attendez, Georges Malbruno, parce que vous le savez, c'est votre travail tous les jours. Mais il faut expliquer aux auditeurs que 450 millions d'euros, ce qui est quand même une somme importante, ont été versés pour que Nicolas Sarkozy obtienne une victoire diplomatique qui était en réalité un deal avec Kadhafi, puisque ces 450 millions d'euros sont allés sur le compte en banque de Kadhafi. Ce qu'il faut dire, c'est que ces monarchies du Golfe
nous rendent des services depuis des années. J'étais à Koweït il y a 15 jours, j'ai appris, je ne le savais pas, qu'en 82, lorsque les caisses de l'État français étaient vides, pratiquement, c'est l'émirat du Koweït qui a renfloué. Voilà, ces pays-là... Nous, on a rendu beaucoup de services au Qatar. C'est Total qui a payé la filière gaz liquide qui n'était pas rentable. Et la France importe très peu de gaz liquide du Qatar. C'est finalement ils vont en importer plus parce que Total a signé un accord important. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est pas complètement rationnel d'aider à ce point le Qatar. Si, c'est rationnel. C'est un pays important. C'est un pays important qui est incontournable sur la scène internationale. La crise afghane l'an dernier, vous vous souvenez, à qui on a demandé pour aller sortir nos ressortissants, c'est le Qatar, parce qu'ils sont amis avec tout le monde, et y compris avec des gens avec lesquels on ne parle pas. Ils ont payé notre rançon à nous. Bon, ils ont rendu un service à la France. Donc je veux dire, il y a ça. Il y a eu effectivement, sous Nicolas Sarkozy, probablement une dérive, mais dérive aussi des responsables politiques français. On l'a écrit dans notre chers émirs, qui allaient réclamer leur cadeau à l'ambassade du Qatar. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il faut clarifier, assainir cette relation et faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'argent qui transite. Et donc, ça demande des règles plus strictes au Parlement européen, mais aussi ailleurs. Et puis, de la part des politiques, un peu moins, comment dirais-je, être un peu plus scrupuleux, quoi, par rapport à ces cadeaux, à ces invitations, à ces choses-là qui sont jamais quand même gratuites, quoi. Georges Malbruno, et l'une des idées est que Nicolas Sarkozy était proche des Qataris. François Hollande a décidé donc de s'en éloigner au profit, cette fois-ci, de l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron, lui, chercherait à faire du « et en même temps ». Non. Emmanuel Macron, lui, il est proche de Mohamed bin Zayed, l'émir d'Abu Dhabi. Oui, mais il va aller au Qatar. Il va aller au Qatar, mais la relation n'est pas très très bonne avec le Qatar. C'est pour ça, c'est un faux procès de dire que Macron est pro-qatarien. Non. Emmanuel Macron... Je n'ai pas dit pro, j'ai dit qu'il était entre les deux. Il est entre les deux, mais non, quand même, la relation, il y a un désamour. En 2017, lorsqu'il a signé des contrats, j'étais avec lui, et par exemple, c'est un petit exemple, mais qui dit long, il a renvoyé les cadeaux que l'émir lui avait fait envoyer à l'ambassade de France. Il y a eu des divergences diplomatiques sur la relation... Pourquoi a-t-il renvoyé les cadeaux ? Parce que je pense qu'il ne voulait pas toucher à ça, et se dire, il avait le souvenir d'autres présidents. Voilà, donc je pense que Macron connaît très bien ces problèmes-là, il s'est dit, moi, je ne veux pas toucher. Donc, il y a eu la divergence, l'alliance contre le Qatar et la Turquie. Il y a eu aussi, surtout, quand même, la tentative d'immixtion du Qatar dans l'islam de France qui a insupporté Emmanuel Macron. Donc voilà, Macron, de ce point de vue-là, et surtout, il a choisi l'ennemi du Qatar. Donc les Qatariens, eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous, on investit 25 milliards en France. On fait du bien à l'économie française et on a un président qui nous tense un peu. C'est pas bien. Bernard Guetta, les liens entre Emmanuel Macron, je dis ça parce que vous appartenez au groupe Renew, les liens entre Emmanuel Macron et le Qatar par rapport donc aux prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Écoutez, ils sont beaucoup moins intimes qu'ont été les liens entre le Qatar et Sarkozy et avant entre le Qatar et Jacques Chirac. De là à dire que les relations seraient mauvaises, je n'irai pas jusque-là. Je dirais simplement qu'elles ne sont plus, et je pense que c'est très bien, aussi privilégiées qu'elles l'ont été à une époque. Et si on continue dans cette voie, Georges Malbruno, il y a d'autres manières de corrompre, des manières légales. Je veux dire qu'on peut très bien acheter des enquêtes bidons, on peut payer des avocats, bref, il y a différents moyens de verser de l'argent officiellement en étant... Il y a différents moyens de s'acheter une clientèle. C'est ce que cherchent à la fois tous ces pays-là, le Qatar et d'autres, c'est s'acheter une clientèle, des personnes, des relais d'influence qui vont pouvoir monter au créneau lorsqu'ils sont attaqués. Donc c'est effectivement certains parlementaires, ça peut être aussi un ou deux chercheurs, qui sont payés pour écrire des articles hostiles à qui pensez-vous ? Non, j'ai des noms, parce qu'eux-mêmes nous l'ont dit. J'imagine que vous avez des noms, mais nous, on les a pas. Non, mais bon, on reviendra sur ça. Infiltrer aussi ou chercher des think tanks aussi, des juristes. Christian Chesneau, dont on dit, révèle qu'à la Sorbonne, il y a une petite section où il y a quand même pas mal de juristes qui vont très souvent au Qatar et qui sont connus pour avoir des amitiés. Donc voilà, ces pays-là cherchent à acquérir une clientèle. Ils le font en France, mais ils le font beaucoup aux États-Unis, et pas uniquement le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et ils le font avec un certain succès, je dois dire, parce que
justement parce qu'ils savent, ils connaissent un petit peu les points faibles de nos politiques, qui encore une fois sont allés parfois très loin dans le zèle. Le soft power du Qatar, c'est par exemple le fait que le département des arts de l'islam au Louvre a été également financé par le Qatar. Voilà, ils ont investi beaucoup dans la culture. Un ancien Premier ministre l'autre jour me disait, en souriant plutôt, on a fait beaucoup de coups avec le Qatar. Je ne peux pas vous en dire plus. Et il me disait, le président de la République, lorsqu'il avait un problème, lorsqu'il y avait un musée, etc., il appelait le Qatar. Donc, c'est ce que je vous dis. On y a une relation avec eux. Alliés clients, ce sont nos alliés diplomatiques. Lorsqu'on a voulu renverser Bachar el-Assad en Syrie, c'est le Qatar qui a été un peu la tête de pont, qui a financé, etc. Et on a tout à fait cautionné tout cela. Ce sont nos clients aussi, parce que ils investissent 25 milliards en France, les sociétés françaises investissent au Qatar, le Qatar se développe, donc c'est un marché incontournable. Toute la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur, allié ou client. Parfois, on est trop dans les clients et on ne regarde pas ce qui se passe derrière. Et parfois, on est trop allié. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir en tête l'assainissement de cette relation et qu'il soit un peu moins basé sur de l'argent et sur tout ce qui est justement cadeau, diplomatie de la Rolex et du carnet de chèques. Bernard Guetta, qu'en pensez-vous ? Mais écoutez, j'en pense une chose essentiellement, c'est que là, nous parlons énormément, et à juste titre, naturellement, des relations entre le Qatar et la France, mais on ne parle pas des relations entre le Qatar et le Parlement européen, peut-être parce que le problème ne se pose pas réellement, ou en tout cas certainement pas de la même manière que se posent les relations entre le Qatar et la France. Pour l'instant, au Parlement européen, je le disais tout à l'heure, mais je crois qu'il faut le répéter, il y a une personne poursuivie, inculpée, qui est une ennemie, Bernard Guetta. Attendez. Il y a une députée du Parlement européen et un assistant du Parlement européen. Point à la ligne. Alors c'était pas lui. Je voulais pas dire que c'était une moitié de personne. Je voulais parler de Panzeri, qui est un ancien eurodéputé. C'était lui que je comptais comme un ancien eurodéputé, mais qui n'est pas député aujourd'hui. Oui, mais enfin, vous voyez bien quand même que c'est le même Marigot. Ah, écoutez, Marigot, je vous laisse le mot. Non, franchement. Non, je parlais pour ces gens qui sont corrompus. Je parlais pas des autres, Bernard Guetta. Non, mais d'accord. Mais écoutez, pour l'instant, au Parlement européen, il y a une députée qui est poursuivie et un assistant qui est poursuivi. À part ça, il y a un ancien député, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais je répète, l'une des 14 vice-présidentes du Parlement européen et une seule députée. Mais est-ce que justement, puisque là, actuellement on est dans la pénombre, et il n'est possible que de parler de ça, puisque le reste, nous l'ignorons, Bernard Guetta, ça pourrait aussi vous inquiéter et vous dire que une des 14 vice-présidentes, pas forcément la plus connue, que celle-ci soit corrompue, cela peut laisser augurer du pire pour le reste. Écoutez, ça peut laisser augurer du pire, bien sûr que oui. Il peut y avoir des développements qui seraient absolument catastrophiques, mais pour l'instant, nous l'ignorons. Pour l'instant, on ne le voit pas arriver. Je ne le sais pas. C'est évidemment une possibilité, mais c'est très très loin d'être une certitude. Et la dernière chose importante sur l'influence du Qatar, Georges Malbruno, c'est son influence en matière religieuse sur l'islam, en général sur l'islam de France en particulier. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous avez documenté. Oui, qu'on a documenté. Et là, c'était un aspect à la fois nouveau et comme très troublant, et qui a troublé Emmanuel Macron, parce que justement, le Qatar avait un soft power diplomatique, économique, etc. Mais on n'imaginait pas que le Qatar voulait jouer un rôle sur le marché de l'islam européen. Or, grâce à des ONG qui sont proches, qui sont qatariennes, mais qui sont proches, qui sont au Qatar. On retrouve les ONG Qatar bidons Charity, dont il était par question. exemple, a financé de nombreux projets de construction de mosquées, d'associations islamiques dans une douzaine de pays européens et aussi à l'extérieur. Et donc là, c'est là où on a vu que l'appétit de ce petit pays dépassait simplement la sphère politique, économique, etc. Pesait parce que il faut savoir que ce sont des gens qui sont à Paris 2 fois par mois. Il y a une relation, il y a une francophonie de l'émir Tamim et donc une chaleur avec d'anciens présidents qui font qu'ils
ils sont chez eux ici. Ils sont chez eux ici et donc ils se sont dit on va jouer un rôle dans l'islam de France en privilégiant les frères musulmans. Et c'est là où, contrairement quand même à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a dit, il l'a dit clairement à l'émir, pas d'argent qatarien pour financer nos mosquées. Et l'on voit qu'il y a tout un soft power Bernard Guetta. Alors, on a beaucoup parlé du Qatar, vous avez évoqué la Russie aussi, parce qu'il y a évidemment différents soupçons qui pèsent sur la manière dont la Russie peut fabriquer des russophiles. Oui. Oh, écoutez, il y a plus que des soupçons. Il y a des députés européens, ne me demandez pas leur nom parce que je ne suis pas un délateur, mais enfin bon, ils s'expriment en public. Il y a des députés européens qui ont parfaitement, clairement soutenu notamment l'annexion de la Crimée par la Russie et qui l'ont tellement soutenu qu'ils sont allés en Crimée vraiment apporter leur appui ou en tout cas leur blanc-seing à cette opération. Et il est bien connu que dans les extrêmes droites, pas seulement françaises, mais italiennes aussi, M. Salvini notamment et sa Lega, il y a au minimum, pour parler très très poliment, une immense sympathie et en vérité une immense connivence avec M. Poutine. On sait très bien par exemple que M. Salvini n'est pas content que la première ministre qui appartient à un autre mouvement d'extrême droite, les Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, soutiennent, elles, les sanctions et les fournitures d'armement à l'Ukraine. Donc il y a évidemment dans les extrêmes droites européennes des soutiens à la Russie, et il y a évidemment dans tous les courants politiques européens des soutiens à tel ou tel. Dans un des groupes politiques au Parlement européen, il y a des soutiens du Venezuela ou du Nicaragua qui sont plus ou moins exprimés, mais on le sait, on le voit, on l'entend. Alors, est-ce que cela relève de la corruption ? Pas forcément, ça peut relever de la conviction. Justement, la conviction aujourd'hui, puisque en matière d'influence et de soft power russe, ou de hard power d'ailleurs, russe sur les parlementaires européens ou sur les politiques français, Bernard Guetta, la manière dont aujourd'hui le Parlement européen s'est emparé de la question ukrainienne, est-ce que vous voyez que les lignes bougent ? Est-ce qu'il est aussi facile qu'auparavant d'être pro-russe ? Non, c'est devenu beaucoup plus difficile. Il n'y a pas au Parlement européen, à ma connaissance, je ne crois vraiment pas me tromper, de députés qui applaudissent à l'agression russe contre l'Ukraine. Alors, il peut y en avoir qui justifient ou qui justifient à moitié en disant « mais non, mais quand même, c'est plus compliqué, gna gna, et je ne sais pas quoi, mais qui approuvent, non. Parce que, pour une raison très simple, c'est qu'ils savent que les électeurs n'approuvent pas et qu'ils perdraient des voix, ils perdraient des soutiens et de la sympathie en approuvant eux-mêmes, quoi qu'ils pensent par ailleurs. Je dis bien quoi qu'ils pensent par ailleurs, parce qu'il y a une sympathie absolument claire, évidente, assumée, une sympathie politique entre ce que représente M. Poutine et plusieurs des courants d'extrême droite européens. Justement, en conclusion, Bernard Guetta, sur cette guerre dont on voit les conséquences, bien sûr, avant tout en Ukraine, mais aussi ailleurs sur le plan économique. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui une possibilité de voir cette guerre s'achever à brève échéance ? Non. Non, hélas non, pour une raison très simple, c'est que M. Poutine a brûlé tous ses vaisseaux en annexant formellement les parties de l'Ukraine qu'il contrôle et même des parties de l'Ukraine qu'il ne contrôle pas militairement. Donc aujourd'hui, se retirer de ces territoires, ce serait formellement parlant, se retirer de territoires devenus russes et qu'il considère comme russes. Donc pour le président de la Fédération de Russie, ce serait un acte de haute trahison. Donc il s'est lié les mains,
Et la situation, de ce fait, est extraordinairement difficile et ne pourra être résolue que par une défaite militaire franche, claire et nette de la Russie sur le terrain. Autrement, on ne voit pas, étant donné la politique qu'a suivi M. Poutine, on ne voit pas comment dénouer le problème. Mais une défaite militaire est-elle possible, sachant qu'il y a encore des capacités d'artillerie, que la Russie est une grande puissance militaire? Mais vous savez, Guillaume Erner, on se demande depuis le 24 février est-ce que la défaite russe est possible? Eh bien, depuis le 24 février, non seulement elle est possible, mais elle est constante et toujours plus grande. Alors, on va voir effectivement si cette défaite se poursuit. Merci beaucoup, Bernard Guetta. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous. Vous êtes député européen du groupe Renew. Merci beaucoup, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. On vous doit avec Christian Chesneau, Qatar Paper, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe. C'est aux éditions J'ai lu. Dans quelques instants, dans la suite des matins de France Culture, le point sur l'actualité. Il est 8h44.